Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Mon père. Cet homme imposant aux épaules larges forgé par des années de labeur dans les vignobles du Languedoc, m'avait traîné dans cette petite clinique cachée au fond d'une ruelle parisienne, avec l'air d'un général menant une bataille perdue d'avance. Sarah, ma fille. C'est pour ton bien? Avait-il murmuré, les yeux emplis d'une fureur contenue? Comme si mon amour pour les femmes était une maladie qu'on pouvait guérir à coups de prières et de thérapies douteuses. Mais aujourd'hui, des années plus tard, je me tiens devant l'autel de cette église rustique en Provence, le cœur battant, et je l'entends prononcer ces mots qui me transpercent l'âme. Emmeline, ma bien-aimée, serre ma main. Ses doigts tremblants contre les miens, tandis que les invités retiennent leur souffle. Et moi, Sarah, je sens les larmes monter. Mélange de rage ancienne et d'une tendresse inattendue. Car ce discours n'est pas celui d'un père vaincu, mais d'un homme brisé qui avoue enfin sa vérité. Tout a commencé il y a 10 ans, dans notre maison familiale à Montpellier, où l'air embaumait toujours le thym et le romarin des collines environnantes. J'avais 18 ans, une jeune fille aux rêves flous, élevée dans une famille catholique traditionnelle où les secrets pesaient plus lourd que les pierres des vieilles bastides. Mon père, Antoine, était un vigneron respecté. Un homme fier de ses origines espagnoles, sa mère venait de Séville. Et il portait en lui cette passion flamenco qui explosait parfois en colères orageuses. Ma mère, Claire, plus discrète, veillait sur nous comme une ombre bienveillante. Mais elle n'osait jamais contredire les tempêtes de son mari. C'est par une soirée d'été étouffante que j'ai osé avouer. Assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour d'une tasse de tisane, j'ai murmuré, papa, maman, je suis attirée par les filles. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon père s'est levé d'un bond, son visage virant au pourpre, et a claqué la porte en hurlant des mots que je n'oublierai jamais, ce n'est pas possible. Pas ma fille. Ma mère a pleuré en silence, me serrant dans ses bras. Mais son étreinte était empreinte de peur plutôt que d'acceptation. Les mois suivants furent un tourbillon de conflits. Antoine, convaincu que c'était une phase, une influence perverse de la modernité parisienne où j'étudiais la littérature à la Sorbonne, a entrepris de me corriger. Il m'a forcé à assister à des messes spéciales, à rencontrer des prêtres qui parlaient de péché et de rédemption. Puis vinrent les thérapies de conversion, ces séances humiliantes où un psychologue douteux, recommandé par un ami de l'Église, tentait de me convaincre que mon attirance était une erreur, un traumatisme enfoui. Penser à un homme, Sarah, visualiser une vie normale, me disait-il. Et je me sentais comme une criminelle jugée pour un crime que je n'avais pas commis. Je me rebellais intérieurement. Mais extérieurement, je ployais sous la pression. La nuit, je pleurais dans mon lit, me demandant si j'étais vraiment monstrueuse. Mon père, avec son accent espagnol qui roulait comme un tonnerre, me sermonnait, en Espagne, dans la famille de ta grand-mère, on ne tolère pas ça. C'est contre nature. Et pourtant, derrière sa rage, je devinais une peur profonde, celle d'un homme qui avait lui-même lutté contre des démons invisibles. C'est à l'université que j'ai rencontré Emmeline. Elle était en 2e année de philosophie. Une jeune femme aux cheveux courts et noirs comme l'ébène, aux yeux noisettes pétillants d'intelligence. Originaire de Bretagne,
Elle portait en elle cette force océanique, capable de résister aux tempêtes. Notre première rencontre fut banale, un débat en amphithéâtre sur Sartre et l'existence. Mais quand nos regards se croisèrent, ce fut comme si le monde s'arrêtait. « Tu as l'air perdu dans tes pensées ?» m'avait-elle dit après le cours, avec un sourire qui illuminait la grisaille parisienne. Nous devînmes amis. Puis plus. Nos promenades le long de la Seine devinrent des confessions intimes. Elle me parla de son coming out facile. D'une famille ouverte qui l'avait soutenue. Moi, je lui avouai mes tourments. Les séances chez le thérapeute. Les cris de mon père. Sarah, tu n'as pas besoin d'être corrigée, murmura-t-elle un soir, sous les lumières des ponts, en posant sa main sur la mienne. Ce fut notre premier baiser, doux et électrique. Un acte de rébellion contre le monde qui voulait me briser. Mais le secret ne dura pas. Un jour, mon père découvrit des messages sur mon téléphone. La fureur fut terrible. Il m'interdit de la voir, me confina à la maison pendant les vacances et organisa une intervention familiale. Emmeline est une mauvaise influence, tonna-t-il. Ma mère, les yeux baissés, acquiesça faiblement. Je me sentis trahi. Piégé dans une cage dorée par ceux qui étaient censés m'aimer. Pourtant, au fond de moi, une graine de résistance germait. Emmeline m'envoyait des lettres cachées, des mots d'amour qui me donnaient la force. Nous nous battrons ensemble, écrivait-elle. Et je commençais à questionner, pourquoi mon père réagissait-il avec tant de violence? Était-ce vraiment pour moi? Ou pour masquer ses propres failles? Les conflits s'intensifièrent. Lors d'une dispute explosive, il me lança, « Si tu continues comme ça, tu n'es plus ma fille. » Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je partis pour Paris, coupant les ponts, vivant de petits jobs pour payer mes études. Emmeline devint mon ancre, notre amour grandissant dans l'ombre de cette rupture familiale. Des années passèrent. J'obtins mon diplôme. Trouvai un emploi comme éditrice dans une petite maison d'édition. Emmeline, elle, devint professeure de philosophie. Notre vie à deux était un havre de paix. Mais le vide laissé par ma famille me rongeait. Parfois, je rêvais de mon père, de ses vignes, de l'odeur de la terre après la pluie. Puis vint la nouvelle, ma mère était malade. Un cancer? Diagnostiqué tard. Je rentrai à Montpellier, le cœur lourd. Mon père, vieilli, les traits creusés, m'accueillit avec une froideur apparente, mais ses yeux trahissaient une vulnérabilité nouvelle. Elle veut te voir? Dit-il simplement. À l'hôpital, ma mère me prit la main. Sarah, pardonne-lui. Il t'aime. Mais il a ses propres secrets. Ces mots me hantèrent. Quel secret? Emmeline m'accompagna, restant discrète. Mais sa présence fut remarquée. La mort de ma mère nous rapprocha. Ou du moins, fissura la glace. Mon père, brisé, commença à parler. Des soirées tardives autour d'un verre de vin, où il évoqua son enfance en Espagne, la rigidité de sa famille, les attentes pesantes. J'ai toujours voulu te protéger, avoua-t-il un soir, la voix tremblante.
Mais la vérité éclata lors d'une confession inattendue. Sarah, j'ai moi-même lutté. Avec des sentiments similaires? Dans ma jeunesse. J'ai refoulé tout ça pour survivre. Ces mots me stupéfièrent. Mon père. Cet homme si droit. Avait caché une partie de lui-même? Sa correction n'était pas seulement pour moi, mais un écho de sa propre douleur. Ce fut le début d'une réconciliation fragile. Il rencontra Emmeline. D'abord maladroitement, puis avec une curiosité grandissante. Elle te rend heureuse, demanda-t-il un jour. Oui. Papa. Quand nous annonçâmes notre mariage, il hésita, mais accepta. Et maintenant? À l'hôtel? Son discours commence, mes chers amis. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement le père de la mariée. Je suis un homme qui a commis des erreurs. La voix de mon père tremble dans l'église, où les rayons du soleil filtrent à travers les vitraux, peignant des motifs colorés sur les bancs en bois anciens. Les invités, familles et amis venus de toute la France, retiennent leur souffle. Emmeline, à mes côtés, presse ma main plus fort, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Il poursuit. Les mains agrippées au pupitre, quand Sarah m'a avoué son amour pour les femmes, j'ai réagi avec peur et colère. J'ai cru pouvoir la corriger, comme on répare une vigne tordue. J'ai forcé des thérapies, imposé des silences, pensant protéger notre famille. Mais je me trompais. C'était moi qui étais tordue, par mes propres peurs enfouies. Un murmure parcourt l'assemblée. Ma tante Louise, venue de Séville avec son accent espagnol chantant, essuie une larme. Mon père, cet homme qui a toujours incarné la force ibérique, se révèle vulnérable. Et cela me bouleverse. Je repense à ces nuits où je le haïssais, où je me sentais rejetée comme une paria. Après la mort de ma mère, notre relation avait évolué lentement. Il m'invitait aux vignes, me montrant comment tailler les cèpes, comme pour reconstruire ce qui avait été brisé. Tes racines sont ici, Sarah. Peu importe qui tu aimes, disait-il parfois, d'une voix hésitante. Emmeline l'accompagnait, et petit à petit, il l'accepta, l'appelant même « ma belle-fille » lors d'un dîner. Mais des ombres persistaient. J'appris par des cousins que mon père avait eu une jeunesse tourmentée en Espagne, fuyant Franco et ses répressions. Avait-il aimé un homme? Autrefois, il n'en parla jamais explicitement, mais ses silences étaient éloquents. Cette révélation me fit passer de la rage à la compassion. Il n'était pas un monstre, mais une victime de son époque. Pourtant, les préparatifs du mariage ravivèrent des tensions. Ma famille élargie, conservatrice, murmura des objections. Un mariage entre femmes? Dans une église, s'indigna mon oncle Pierre. Mon père les fit taire, c'est ma fille. Et c'est son choix. Mais intérieurement, je sentais son combat. Une nuit, il m'appela, Sarah. Suis-je prêt pour ça? Emmeline et moi avions choisi la Provence pour le mariage. Un clin d'œil à nos racines. La cérémonie serait civile, suivie d'une bénédiction symbolique dans cette petite chapelle. Nos amies lesbiennes de Paris nous soutenaient, mais la présence de la famille traditionnelle ajoutait du piquant. Ce sera explosif?
prédit Emmeline avec un sourire nerveux. Et explosif? Ce le fut. La veille, une dispute éclata avec ma cousine Maria, venue d'Espagne. Ton père a raison de t'avoir corrigé autrefois. C'est contre Dieu, lança-t-elle. Je la confrontai. Les larmes aux yeux, et si c'était ton enfant? Mon père intervint. La voix ferme, assez. Sarah est parfaite telle qu'elle est. Ce fut un tournant, pour la première fois. Il me défendit publiquement. Maintenant, son discours continue, j'ai perdu des années à cause de ma bêtise. Mais aujourd'hui, en voyant Sarah et Emmeline, je vois l'amour vrai. Celui qui transcende les préjugés. Emmeline. Bienvenue dans la famille. Les applaudissements crépitent. Mais je sens une vague de phare, certains invités, choqués, échangent des regards. La réception suit. Dans les jardins du domaine viticole. Des tables dressées sous les oliviers. Des guirlandes lumineuses. L'air rempli de rire et de musique. Emmeline et moi dansons. Nos robes blanches tourbillonnant. Mais je guette mon père. Il s'approche. Un verre à la main, ma fille. Je suis fière de toi. Pourtant, un secret plane encore. Plus tard, dans la soirée, il me prend à part. Sarah, il y a quelque chose que je dois te dire. Ta mère savait. Pour mes luttes passées. Elle m'a aidé à les enterrer. Ses yeux se voilent, j'ai aimé un homme. En Espagne? Avant de fuir. Mais la société m'a forcé à choisir. Cette confession me secoue. Tout s'éclaire, sa rage était un miroir de sa propre douleur refoulée. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, murmurai-je. La honte. Ma chérie. Mais aujourd'hui, je libère ça pour toi. La nuit avance. Pleine d'émotions contradictoires. Des invités conservateurs partent tôt, murmurant leur désapprobation, tandis que d'autres nous félicitent chaleureusement. Emmeline, sentant ma turbulence intérieure, me serre, c'est notre jour? Amour. Mais un coup de théâtre survient. Mon ex-meilleure amie, Sophie, que j'avais invitée par politesse, s'approche ivre. Sarah, tu sais que ton père m'a payé pour t'espionner autrefois? Lance-t-elle. Voix haute. Le silence tombe. Mon père blêmit. La trahison me frappe comme un coup de poignard. C'est vrai, demandai-je. La voix brisée. Il baisse la tête, oui. Au début, quand tu as rencontré Emmeline. J'avais peur pour toi. La rage m'envahit. Comment pouvait-il? Emmeline me retient, calme-toi. Parlons-en. Mais je m'éloigne. Courant dans les vignes. Les larmes coulant. Des années de thérapie. De rejet. Et maintenant ça? Était-ce vraiment de l'amour? Ou du contrôle? Mon père me suit. Haletant. Sarah. Pardonne-moi. C'était une erreur? J'ai arrêté vite. Nous nous affrontons sous la lune. Cris et pleurs se mêlant. Tu m'as brisé, hurlai-je. Je t'ai aimé maladroitement. Répond-il. Effondré. Emmeline nous rejoint. Médiatrice. Antoine.
Expliquez-vous. Sarah. Écoute. Et là, dans l'obscurité parfumée, il avoue tout, sa jeunesse réprimée. Sa peur de me voir souffrir comme lui. Sa jalousie envers ma liberté. L'aube pointe quand nous rentrons. Épuisé mais lié d'une nouvelle façon. Le mariage, au lieu d'être une fête parfaite, devient un catharsis familial. Les jours suivants, nous partons en lune de miel en Bretagne, chez les parents d'Emmeline. Là, dans les vents salés, je réfléchis. La trahison de mon père était profonde, mais sa confession au mariage l'avait racheté en partie. Il a changé, dit Emmeline. Grâce à toi. De retour, je confronte Sophie. Qui s'excuse, j'étais jeune. Idiote. Mais le vrai travail est avec mon père. Nous commençons des thérapies familiales. Explorant nos blessures. Un an passe. Notre vie à Paris est sereine. Emmeline et moi envisageons d'adopter. Mon père visite souvent, apportant du vin de ses vignes. Pour mes filles, dit-il avec un sourire. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Un article dans un journal local révèle son passé, inspiré par son discours. Des voisins conservateurs le boycottent. Pourquoi as-tu parlé, demandai-je. Pour toi. Pour nous libérer. Sa vigne souffre. Mais il tient bon. L'amour vaut plus que le vin, rit-il. Et je l'admire. Cet homme qui a transformé sa douleur en force. Les saisons se succèdent, apportant leur lot de joie et de tourments. Mon père, désormais veuf et confronté à l'ostracisme de certains villageois, trouve refuge dans nos visites à Paris. La capitale est plus ouverte, dit-il, en sirotant un café sur notre balcon surplombant la Seine. Emmeline l'écoute patiemment, posant des questions sur son passé espagnol, tissant des liens inattendus. Mais un jour, une lettre arrive, une invitation à un festival LGBT à Séville, organisé par une association queer. C'est pour toi. Papa, dis-je en la lui tendant. Il hésite, les yeux emplis d'une peur ancienne. À mon âge, Emmeline insiste, c'est une chance de guérir. Nous partons ensemble. Un voyage symbolique. Séville, avec ses rues pavées et ses orangers en fleurs, éveille en lui des souvenirs. C'est ici que j'ai aimé Pablo, avoue-t-il un soir, devant un flamenco passionné. Pablo, son amour de jeunesse, réprimé par la dictature. Il a disparu, arrêté peut-être. Ces mots me font comprendre la profondeur de sa cicatrice. Au festival, il rencontre des gens comme lui. Des aînés qui ont survécu. Une femme, ancienne activiste, lui dit, il n'est jamais trop tard pour être soi. Il pleure. Et moi aussi. Emmeline me serre, regarde ce que tu as initié. De retour en France, il s'engage localement, parlant dans des associations contre les thérapies de conversion. J'ai été de l'autre côté, dit-il. Mais cela ravive des conflits familiaux. Mon oncle Pierre le désavoue, tu salis notre nom. Une dispute éclate lors d'un repas de famille, où il hurle, mieux vaut un nom sali qu'une vie brisée. Je suis prise au milieu.
défendant mon père tout en gérant mes propres doutes. Était-ce trop vite? Emmeline me soutient, laisse-le fleurir. Puis vient une nouvelle épreuve, Emmeline tombe malade. Un virus banal, mais qui l'affaiblit. À l'hôpital, mon père est là, veillant comme un gardien. Elle est forte, comme toi, me dit-il. Sa présence me réconforte, mais révèle aussi mes peurs, et si je la perdais? Heureusement, elle guérit. Mais cela nous rapproche tous. On forme une famille bizarre. Mais vraie? Rit-elle. 2 ans après le mariage, nous décidons d'adopter. Le processus est ardu, avec des entretiens où notre couple est scruté. Mon père témoigne en notre faveur, elles seront de merveilleuses mères. Son soutien est crucial. Mais un secret ressurgit, je découvre que ma mère avait su pour les espionnages de Sophie et n'avait rien dit. Dans son journal, trouvé dans le grenier, elle écrit « Antoine fait des erreurs par amour. Je protège notre famille. » Cela me blesse, trahison maternelle? Je confronte mon père. Pourquoi m'as-tu caché ça? Il soupire, ta mère voulait te épargner. Une nouvelle couche de compréhension s'ajoute, mais aussi de la douleur. L'adoption aboutit, une petite fille, Lila, d'origine marocaine, entre dans notre vie. À 3 ans, elle est un tourbillon de joie. Mon père devient un grand-père gâteur, lui apprenant des comptines espagnoles. Pourtant, un autre drame surgit. Lila tombe malade. Une infection rare. À l'hôpital, les médecins hésitent sur le traitement. Mon père, paniqué, propose de vendre une partie de ses vignes pour financer des soins privés. Rien n'est trop pour ma petite fille. Emmeline et moi refusons d'abord, mais acceptons finalement. Cela sauve Lila, mais endette mon père. C'est mon choix, dit-il. Puis, un scandale éclate, un journaliste publie un article sur son passé, le dépeignant comme un hypocrite. Des clients boycottent son vin. Furieux, il envisage d'abandonner. À quoi bon? Je l'aide à riposter, organisant une conférence de presse. Mon père a évolué. C'est un exemple? Déclaré-je. Le soutien afflue. Des associations LGBT le défendent. Mais intérieurement, je lutte avec mes émotions. Phénomène et compassion se mêlent, je l'aime, mais ses erreurs passées me hantent. Emmeline me confie, le pardon est un chemin, pas une destination. Ces mots m'apaisent. Un soir, lors d'un dîner, Lila demande « Pourquoi de maman ?» Nous expliquons simplement. Mon père ajoute « Parce que l'amour n'a pas de règles. » Les années passent. Lila grandit. Curieuse et aimante. Mon père, retraité, écrit ses mémoires. Un livre sur la rédemption. Pour que d'autres ne répètent pas mes erreurs. Mais une ultime épreuve arrive, il tombe malade. Un cancer comme ma mère. À l'hôpital, il me dit, Sarah, je suis en paix. Grâce à toi. Ces derniers mois sont intenses. Nous veillons. Emmeline, Lila et moi. Il raconte des histoires d'Espagne, de vignes,
d'amour perdu. À son chevet. Il murmure, mon discours au mariage. C'était ma libération. Je pleure, et la mienne? Papa. Il s'éteint paisiblement, laissant un vide, mais aussi un héritage. Ces vignes nous reviennent, symbole de continuité. Aux funérailles, je lis un extrait de son livre, L'amour n'est pas à corriger, mais à célébrer. Les invités, émus, applaudissent. Emmeline et moi élevons Lila dans cet esprit. Notre famille, atypique, est un témoignage de résilience. Pourtant, parfois, je ressens une mélancolie. Aurait-il pu changer plus tôt? Mais je sais, son chemin était le sien. Et le nôtre s'est entrelacé pour le meilleur. Les vignes de mon père, désormais les nôtres, ondulent sous le vent du midi. Un rappel vivant de son legs. Emmeline et moi décidons de les gérer, alternant entre Paris et Montpellier. Lila adore courir entre les rangs, cueillant des grappes mûres, son rire résonnant comme une mélodie andalouse. Mais gérer l'héritage n'est pas sans conflit. Mon oncle Pierre conteste le testament, arguant que mon père, influencé par des idées modernes, a déshérité la famille traditionnelle. Ces vignes sont pour les vrais héritiers, tonne-t-il au tribunal. La bataille judiciaire est âpre. Des avocats scrutent notre vie, questionnant notre couple. Est-ce une famille stable, demande l'un. Je bouillonne, plus stable que vos préjugés. Emmeline reste calme. Mais je sens sa tension. Lila, sentant l'atmosphère, pose des questions. Pourquoi tonton est méchant? Nous expliquons la diversité. Mais cela ravive mes blessures passées. Mon père, dans son livre posthume, avait anticipé, la famille n'est pas de sang, mais de cœur. Ces mots nous aident à tenir. Finalement, le juge tranche en notre faveur. M. Antoine a clairement exprimé sa volonté. Victoire douce amère, nous gagnons les vignes, mais perdons des liens familiaux. Pierre coupe les ponts, emportant avec lui une partie de mon enfance. Pourtant, cela nous unit plus. Nous transformons le domaine en un lieu inclusif, organisant des événements LGBT, des dégustations avec des associations. Pour honorer papa, dis-je à Emmeline. Lila entre à l'école, où elle rencontre des moqueries. T'as deux mamans? C'est bizarre, dit un enfant. Elle rentre en pleurs. Nous la consolons, lui racontant l'histoire de son grand-père. Il a changé pour nous. Cela m'incite à m'engager plus, je parle dans des écoles sur l'acceptation. Emmeline, professeur, intègre des thèmes queer dans ses cours. Mais un nouveau secret émerge. En triant les papiers de mon père, je trouve des lettres de Pablo, son amour espagnol. Je t'attends toujours, écrit-il en 1970. Pablo est vivant? À Séville? Je décide de le chercher. Emmeline m'accompagne, laissant Lila à des amis. À Séville, nous trouvons Pablo, un vieil homme dans une maisonnette. Antoine. Il m'a écrit jusqu'à la fin, dit-il. Ému. Ils racontent leur histoire, un amour clandestin sous Franco. Séparés par la peur.
il a choisi la France pour survivre. Ces révélations humanisent mon père davantage, il n'était pas hypocrite, mais survivant. Pablo nous donne des photos jaunies, mon père jeune, souriant. Prenez-les pour votre fille. De retour, je partage avec Lila, ton grand-père a aimé comme nous. Elle sourit, c'est beau. Les années filent. Lila adolescence. Rebelle. Questionne son identité. Et si j'aime les garçons? Ou les filles? Nous l'encourageons, sois toi. Mais un drame frappe, Emeline est victime d'un accident de voiture. Hospitalisée. Coma. Je veille. Terrifiée. Lila pleure, ne la laisse pas partir. Maman. Mon père absent. Je puise en son souvenir. Batte-toi. Amour. Murmurai-je. Elle se réveille. Affaiblie mais vivante. J'ai rêvé de ton père. Il me disait de rester. Récupération lente. Mais elle renforce notre lien. Pour célébrer, nous renouvelons nos vœux aux vignes. Lila officie, vous êtes mes héroïnes. Pourtant, une trahison inattendue, une employée du domaine, jalouse, sabote une cuvée. Découverte. Elle avoue, je déteste votre mode de vie. Licenciée. Mais cela ébranle notre confiance. Nous persévérons. Transformant le domaine en succès. Des vins primés. Étiquetés, amour libre. Lila. Adulte. Devient activiste. Grâce à vous et grand-père. Un jour. Pierre réapparaît. Malade. J'ai eu tort. Avoue-t-il. Réconciliation tardive. Notre vie est un tapestry de joie et peine. Tissé d'amour résilie. Aujourd'hui. Des décennies après ce discours au mariage. Je contemple les vignes avec Emeline. Nos cheveux grisonnants entrelacés par le temps. Lila. Mariée à une femme merveilleuse. Nous rend visite avec nos petits-enfants. Le cycle continue. Empreint de l'héritage de mon père. Son livre est devenu un best-seller, inspirant des changements légaux contre les thérapies de conversion en France. Tu as commencé une révolution? Dis-je à son esprit, en versant du vin sur sa tombe. Mais les conflits ne s'éteignent pas. Dans un monde encore divisé, nos petits-enfants affrontent des préjugés. Nous les armons de histoire, celle d'un père qui a tenté de corriger sa fille, mais dont le discours a bouleversé tous. Emeline et moi, assises sous les étoiles, nous remémorons. Sans ces épreuves, serions-nous si fortes? Demande-t-elle. Non. Mais je ne regrette rien. La fin de notre histoire n'est pas un conte de fées, mais une ode à l'humanité, imparfaite, blessante, mais capable de rédemption. Mon père, en avouant ses failles, nous a libérés tous. Et ainsi, dans les collines provençales, l'amour triomphe. Vignerons tenaces face aux tempêtes.